Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Thomas Coq qui est ici présent. On a la chance d'organiser cette interview en live à Bruxelles au Jardin d'Émergence. Donc très contente de te retrouver pour échanger sur ton sujet du rire. Mais tu pourras nous en dire un peu plus après. Ok. Bonjour Valentine, bonjour tout le monde. Ravi d'être là. Merci. J'ai tout de suite envie de te demander pour commencer ton intention pour cet échange ensemble. Mon intention, alors le rire et la joie, qu'on se marre bien en faisant ce podcast. Très bien, très bien. Ok. Je vais aussi te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites et après on pourra aller un peu plus loin sur ton parcours et ton domaine d'expertise aussi. Ok, super. Alors, comme Valentine l'a dit, je m'appelle Thomas Coq, j'ai 40 ans. Je vis généralement à Lisbonne, mais là ça fait 5-6 mois que je suis à Bruxelles pour renouer un peu avec les amis, la famille et explorer aussi le travail ici. À la base, je suis belge, je suis né au Congo, mais j'ai grandi ici et puis j'ai vécu dans pas mal de pays. Alors, il y a 5 ans, j'ai monté une expérience qui s'appelle Fall in Love. Assez régulièrement, je change de titre. Alors, des fois, c'est thérapeute du rire, des fois, c'est chaman du rire, des fois, c'est psychorigologue, des fois, c'est juste comique, humoriste. Donc, ça fait 5 ans que je me suis consacré au rire même. Avant ça, j'ai eu plusieurs carrières, même très éclectiques. J'en ai en tout cas fait une aussi dans le rire en tant qu'humoriste de 5 ans également. Et ça, c'était de 2009 à 2014 sur plusieurs pays. J'avais commencé à Montréal, puis j'ai enchaîné sur la France, et puis je suis revenu ici. J'aime bien aussi dire que j'ai fait ma carrière en sens inverse, vu que j'aurais préféré aller vers les États-Unis. Mais voilà, là maintenant, c'est le rire qui occupe la majorité de mon temps avec l'écriture. Ok. Donc tu écris aussi à côté de ça? Oui, j'écris aussi. Je consacre une partie de mon temps à l'écriture d'un livre sur Fall in Love, mais j'aime aussi l'écriture dite plus littéraire, de romans et tout ça. Et ça, c'est plus une passion que j'espère voir un jour se développer. Ok, trop chouette. Et oui, du coup, tu commences à Montréal comme humoriste, mais avant ça, tu es belge. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'amène à tout d'un coup, peut-être pas, partir à Montréal, dans un autre pays, faire une carrière d'humoriste? Ça a été quoi un peu, toi, ton parcours, on va dire, à la sortie des études? Déjà, qu'est-ce que tu as fait comme études et puis comment tu arrives à devenir humoriste? Alors, c'est pas la condition sine qua non pour devenir humoriste. Après, j'ai entendu beaucoup d'histoires du genre, mais j'étais un très mauvais élève. Donc, j'ai été ici au Collège Saint-Pierre, puis à l'internat. Puis j'ai commencé le journalisme à l'ULB, j'ai switché à l'IEX. Et puis là, je sais pas, j'ai eu 2-3 petits boulots dans le journalisme, mais j'étais pas vraiment convaincu. Puis j'avais aussi l'impression qu'il y avait autre chose. J'avais envie de tester, de découvrir un peu le monde. J'en ai découvert une partie avec ma maman quand j'étais plus jeune, qui était hôtesse de l'air. Et j'avais mon meilleur ami à l'époque qui était basé à Montréal et qui était directeur artistique et qui m'a proposé de devenir son copywriter, donc le fameux binôme, le binôme créa. Et comme j'adorais déjà écrire, je me suis dit génial, j'ai fait ce qu'on appelle un PVT, un permis vacances-travail, à l'époque pour pouvoir rester un an à Montréal. Et puis quand je suis arrivé, il m'a dit « ouais, je suis vraiment désolé, mais on a dû donner le job à quelqu'un d'autre ». Donc ça changeait un peu tous les plans, vu que je venais d'arriver avec quelques économies, je venais de faire tout l'admin pour rester là-bas, donc je me suis dit « bon, voilà, je reste, je vais trouver une solution ». Et donc je trouve un ou deux petits jobs, et je me mets à écrire. Et j'ai tenu un blog à l'époque qui a bien fonctionné. Et c'était encore l'époque des blogs. Enfin, je sais qu'il y en a encore maintenant, mais différentes dynamiques. Et donc ça marche bien. Je reçois des encouragements de la part du public. Et puis un beau jour, j'ai un message d'un type qui s'appelait, enfin c'était son nom de scène, Uncle Fofi, et qui me dit « ouais, est-ce que tu voudrais jouer ce que tu as écrit sur scène ?» Et là, je me dis « ce serait le rêve, j'ai toujours bien aimé me mettre en scène. J'ai une partie introvertie, mais j'ai une partie aussi extravertie. »
Et donc je dis génial. Et je commence à préparer. Et donc, comme on l'a dit au début, mon nom c'est Thomas Coq et ça s'écrit C-O-C-K. Tu vois. Et je me dis, ok, je vais faire un sketch sur mon nom de famille. Et franchement, je pensais que ça allait être un petit, comment appeler ça, un petit café de stand-up comme tu retrouves. Ouais, une petite scène. Ouais, une petite scène comme tu retrouves généralement dans un sous-sol avec un mur de briques, quelques personnes qui regardent. Et là, j'arrive, il y avait 300 personnes. C'était un grand théâtre à gradins, il y avait la télé nationale. Donc j'avais vraiment les boules. Et ça s'est bien passé. Et j'ai même eu une standing ovation à la fin. Et puis là, c'était parti. J'ai commencé l'humour à ce moment-là. Et j'ai plus lâché pendant 5 ans. La même année, j'ai joué à Juste pour rire, le gros festival au Canada. Puis je suis revenu ici, gagner une bourse aux élites culturelles. Tu me dis si, si je pars trop. Et ça, il fallait. Enfin, tu ne pouvais pas encaisser l'argent, tu devais en faire quelque chose. Donc j'ai fait les cours Florent en formule stage, donc cours, pendant un temps à Paris. Des scènes là-bas, etc. Et puis je suis revenu ici, j'ai monté un premier one-man show. Ok. Oui, donc quand tu as fait ta première scène, on va dire à Montréal, là où il y avait 300 personnes, tu l'as su au moment où tu es arrivé devant la salle en fait. Tu ne le savais pas avant. Qu'il y avait 300 personnes? Oui. Non, mais même moi aussi, moi je suis pas si vieux, c'était pas il y a si longtemps, tu vois, mais c'est quand même déjà il y a 15 ans et je pense qu'on n'avait pas la même relation à Google de tout googler comme maintenant. Donc ouais, c'était vraiment de l'ordre de la surprise. Et puis je vois tout ça, je vois les humoristes qui passent avant moi, qui sont vraiment, qui ont un super delivery, qui sont super bons, qui font rire à fond. Je me dis oui, l'ambiance va tellement retomber. Et puis non, ça s'est bien passé. Puis le public canadien, génial. Mais qu'est-ce qui t'a aidé justement à aller avec cette surprise? Puis comme tu dis aussi, la comparaison forcément de voir les autres alors que toi c'était le premier. Qu'est-ce qui t'a aidé, tu penses, à te dire, bon, j'y vais quand même, parce que tu aurais très bien pu te dégonfler aussi, tu vois, que tu y as quand même été, tu as quand même fait le spectacle, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui t'a aidé, tu penses, à ce moment-là à y aller? Mais j'aime bien l'idée de garder les choses avec un œil d'enfant, où il y a d'autres gens qui disent l'œil de l'amateur, celui qui regarde tout avec l'envie de découvrir, d'apprendre, etc. Par exemple, je crois que j'ai plus stressé par après pour les autres scènes. Parce que là, je ne me rendais pas compte, il y avait quand même une certaine excitation. Voilà, j'étais là, quand est-ce qu'une telle opportunité se reproduirait. Donc je me suis dit, on verra bien, c'est ma première fois quelque part, on ne peut pas se planter. Enfin aussi on peut, mais on a la meilleure excuse si jamais ça arrive. Donc sauter quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un peu ce truc des premières fois où parfois ça peut faire peur, du coup on ne le fait pas. Mais il faut bien cette première fois pour que ça commence. Et comme tu dis, en fait, on part aussi avec certaines insouciances peut-être, ou en tout cas paramètres auxquels on ne réfléchit pas, qui font qu'on y va. Et après seulement, on se dit, ah ouais, là, je pourrais faire mieux, là, je pourrais faire mieux. Et du coup, on se met à stresser pour la suite, c'est ça. Parce qu'on veut trop contrôler, en fait, cette spontanéité de la première fois. Ouais, je ne peux pas mieux le dire. Hein. Et c'est marrant parce que cette première année, juste après, j'ai fait un headline, donc c'est un demi-one-man show de 45 minutes et qui s'appelait Premier jet, et c'était sur les premières fois. Parce que c'est évidemment une matière à sketch. Mais ouais, tu l'as très bien dit, c'est après qu'on devient plus difficile avec soi-même, quoi. Et il faudrait pouvoir garder cet esprit. Ouais, cet esprit d'amateur. Et ça, c'est vraiment un genre d'entraînement pour le cerveau, quoi, sur l'élasticité de son cerveau, de toujours garder le sourire et l'envie garder les peurs à part, quoi. Ouais. Ok. Et alors oui, donc tu expliques aussi sur ton site internet, tu as été à Montréal, comme tu nous l'as dit là, Paris, Bruxelles, San Francisco, Lisbonne, et tu dis aussi une phrase sur ton site que j'ai bien aimée, que le rire c'est un voyage spirituel pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ben oui, avec plaisir.
Alors moi, je ne suis pas du tout définition académique. Maintenant, pour l'écriture du livre, je dois souvent passer par là, etc., pour faire attention à ce que je dis, pour avoir aussi des points d'ancrage. Euh, Maintenant, moi j'aime bien dire que le rire, c'est la chanson de l'âme. On a tous un rire, on a tous une manière de rire différemment. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire en écoutant quelqu'un rire. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on propose aussi avec Fall in Love, c'est d'en apprendre sur son rire et donc sur soi-même. Alors, la raison pour laquelle j'ai dit que ça avait été un véritable voyage, c'est que, comme je l'ai dit, bon, évidemment, j'ai toujours aimé rire. J'étais le mauvais élève, j'aimais bien faire des blagues, etc., etc. Mais je n'avais pas spécialement imaginé ça comme carrière à cette époque-là. J'adorais écrire et j'ai essayé de faire rire fatalement dans mes textes. Donc ça a été une super surprise, donc quelque chose qui, quelque part, qui est venu à moi et que j'ai essayé d'embrasser du mieux que je peux, du mieux que j'ai pu. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans, ça a été plein de rencontres, super originales évidemment dans ce milieu-là. Après ça, donc après être revenu en Belgique, je suis parti à San Francisco. Je suis parti rejoindre une fille et je savais pas trop très bien, je savais pas trop encore ce que j'allais faire là-bas. Et, ça a été un séjour assez fou. Et j'ai eu plusieurs boulots, et dont un qui a été de travailler avec une femme une femme qui travaillait dans les bourses. Comme là-bas le système est privé, dans les bourses philanthropiques. Comme là-bas le système est privé versus notre système étatique, pour gagner des subsides, ils doivent les challenger, quoi. Et donc cette dame écrivait des bourses et dans un premier temps, je l'ai aidée à les écrire, à faire les recherches, etc. Et chaque fois qu'elle gagnait une bourse, ma copine de l'époque et moi pouvions travailler sur cette bourse en live, en présentiel quelque part. Et on s'est retrouvés à travailler avec des ex-détenus en réinsertion dans la société, des Sidéens, des jeunes qui n'avaient plus de foyer, et donc essayer de recréer un foyer pour eux avec de l'art-thérapie, enfin un lieu dans lequel ils pouvaient peindre, ceci, cela. Aussi des doubles troubles, ça a été mes préférés, ça a été très dur, très émouvant. Donc les doubles troubles, c'est des gens qui ont développé une maladie mentale suite à une addiction. Et bon, il faut imaginer aussi ça, version San Francisco, qui est pas mal affectée de ce côté-là, avec tous les gens qui sont revenus de leur dernière guerre. Et donc il y a énormément de gens dans les rues là-bas, et les systèmes font comme ils peuvent pour les réintégrer dans la société. Et donc ça, c'était très intéressant, et on a développé, enfin là-bas, c'était déjà développé l'art-thérapie, et avec ma copine, on aidait ces gens-là à peindre, dessiner, s'exprimer. Et je me suis aperçu que le rire avait été un super élément pour déverrouiller des situations, moi-même pour lâcher de la pression, parce que c'était encaissé aussi énormément d'histoires tristes, qui sont tellement dingues par rapport à ce qu'on peut vivre, pas spécialement ici, mais ce qu'on vit en général, quoi. Ce sont les extrêmes. Et aussi me faire accepter, vu que c'était un tout autre milieu. Moi, je suis un petit Belge qui ne parlait même pas parfaitement anglais à l'époque. Enfin, je ne le parle toujours pas parfaitement, mais je le parlais encore moins bien. Et ouais, rentrer dans leur milieu, voir comment est-ce que je pourrais les aider et comment eux pourraient m'accepter. Donc le rire, ça a été franchement fantastique pour ça. Et ensuite, j'ai bougé à Lisbonne et j'ai fait des tours gastronomiques. Et là, ça m'a pas mal aidé aussi, évidemment, pour présenter la ville. Donc on allait dans 5 restaurants manger des petiscos, c'est les tapas portugais.
Et on faisait des tours. Et donc là, j'avais prévu une espèce de tour de 3 heures où je présentais la ville et dans lesquelles j'avais mis un maximum de blagues. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès du tour. Et puis je me suis mis à organiser des dîners comiques à la maison aussi pour les touristes. Et tout doucement, je me suis dit, OK, comment est-ce que je pourrais pousser la chose plus loin? Et là, je n'avais pas encore de réponse, mais pour X et Y raison, j'ai décidé d'arrêter les tours gastronomiques. Et ça a été un bon choix, vu que peu après, c'était le Covid, donc ça n'aurait plus marché des masses. Mais là, ça, je ne sais pas si on en avait eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Mais à cette époque, mon ex-petite amie est décédée. Et ça m'a dévasté. Et j'ai essayé différentes thérapies pour m'en remettre. Et il n'y avait rien qui prenait. J'ai essayé d'écrire là-dessus. Et ça a quelque part été un vrai déclic parce que j'ai passé pas mal de temps à écrire. Et quand je suis arrivé aux corrections, et je pense que c'est un stade que tous les auteurs rencontrent, c'est de réaliser à quel point c'est costaud les corrections, et souvent beaucoup plus long que ce qu'on imagine. Là, j'ai réalisé que j'allais sans doute passer 6 autres mois dans ce chagrin, à vivre dans le passé, etc. Et là, j'ai vraiment eu un besoin immédiat de rire. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais rire là tout de suite? Étant à Lisbonne, la première idée qui m'est venue, c'est évidemment de recommencer l'humour. Et je me disais, bon, là, ce coup-ci, ce sera en anglais, ok, plus challenging, mais d'un autre côté, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent mieux en anglais aussi, des fois qu'en français. Mais la scène était quand même assez petite à Lisbonne. Et je me suis dit, ouf, ça risque d'être compliqué. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui dépasserait l'idée de la langue, la barrière linguistique, et qui me permette de juste rire? Et en fait, la réponse, elle était là, c'était le rire lui-même. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas juste rire? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur le rire. J'ai découvert le yoga du rire, la thérapie du bonheur, plein d'autres trucs. Et je me suis mis à rire tous les matins dans ma douche en faisant des exercices qui sollicitent le diaphragme et à me sentir mieux. Et au mieux je me sentais, au plus je me suis dit peut-être que je pourrais partager ça avec quelques personnes. Comme j'avais déjà fait mes tours gastronomiques et que ça je le proposais sur à l'époque Airbnb Experience, le côté qu'ils ont développé en plus des maisons. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais le mettre comme Airbnb Experience? Et on s'est mis à rire dans des parcs, d'abord avec quelques amis, puis ils ont bien aimé, ils me disaient, ah, c'est marrant, j'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos, ou ça a débloqué cette situation, Et donc voilà, c'était le début de l'expérience. Ok. Et du coup, tu découvres le rire comme ça de manière autodidacte, je vais y arriver, ou après tu te fais former aussi, comment ça se passe un peu ça? Alors je ne me suis pas formé, je me suis formé, comme tu l'as dit, de manière autodidacte. Je pense que ça a toujours été un point dans ma vie parce que je pense que il y a des gens qui ont fait un superbe travail de pionnier pour nous. Après, je pense que c'est important de garder sa propre perspective et ce que le cœur et l'âme ont envie de raconter, quoi. Et je pense que si on se forme de trop, en tout cas c'est mon ressenti, ça peut avoir comme effet de trop nous encadrer, quoi, de nous mettre dans des boîtes desquelles on a plus de mal à sortir. Et aussi je trouvais qu'en regardant tout ce que je découvrais comme le yoga du rire, etc., je me disais ça aurait besoin d'un coup de neuf, d'être modernisé, de parler plus aux jeunes, parce que ça parle spécialement à un public adulte, même assez âgé, et d'être modernisé, de lui mettre plus de rythme, de partager un autre genre de théorie qui soit plus motivationnelle, qui parle plus aux
aux gens d'aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, etc. Et ça, c'est tout le travail que j'ai essayé de faire, de moderniser, d'apporter mes insights de comédien, d'humoriste, etc. Parce que je voulais aussi que ce soit de la comédie pour pouvoir aussi à un moment faire vraiment la différence entre le rire et l'humour. Ok. Et donc oui, ça commence par des rires dans des parcs. Et tu parles aussi du yoga, du rire. Aujourd'hui, Fall in Love, c'est quoi un peu, en quoi ça consiste? Ben donc, on dit souvent, avec ma partenaire, parce qu'elle nous a rejoint dans l'équipe, Fall in Love, c'est un mix de yoga du rire, de thérapie du bonheur et de comédie. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un mix de pratique et de théorie. Donc, pour la pratique, on va faire des déjà, un rire forcé devient un vrai rire en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est génial. Comment ça marche? On va solliciter le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle du rire. On respire avec 3 muscles. Les premiers sont intercostaux, ici sur les côtés, et puis on a le diaphragme. Bon, ce qui se passe avec le diaphragme, c'est qu'il stocke toute la tristesse, le stress et l'anxiété. Donc ça affecte la manière dont nous respirons et dont nous oxygénons notre corps et donc notre esprit. Et donc notre mood, notre morale. Donc tout le monde a déjà ri jusqu'aux larmes. C'est en fait parce qu'on libère les tensions qui sont stockées ici, comme le stress, l'anxiété et la tristesse, que nous pleurons. Donc l'idée, c'est de libérer un maximum de tension et parfois de pleurer durant les sessions. Donc on va faire des exercices de rire qui, dans un premier temps, ressemblent à des rires. Donc on va faire des trucs du genre « ho, ho !» et donc ça va libérer les tensions du diaphragme et permettre de mieux respirer, de l'alléger, etc. Donc on fait tout un petit mix d'exercices comme ça que j'ai peaufiné de plus en plus, d'abord dans les parcs, comme tu l'as dit, avec des amis que je devais presque payer au début pour me rejoindre. Et puis ouais, ça a commencé à prendre. Et puis j'ai eu un vrai coup de bol, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est que pour moi le Covid a été une véritable opportunité, vu que d'un seul coup, tout le monde est à lockdown chez soi et beaucoup de gens ont besoin de rire. Donc là, Airbnb est revenu me voir en me disant « Ouais, est-ce que ça t'intéresserait de faire l'expérience online ?» Et là, sur le moment, je ne voyais pas trop comment ça se passait. Et puis je me disais en plus, un confinement, c'est la meilleure opportunité pour écrire un livre. Donc j'avais dit « Non, c'est gentil, merci. » Puis elle me dit « T'es sûr ?» Et je dis « Ouais, je sais pas. » Elle me dit « T'es vraiment sûr ?» Et c'est marrant parce que des fois, quand on est un peu plus laid back, plus relax, ça donne une autre dynamique aux choses. Ce n'est pas un pouvoir de négociation parce que je n'avais pas pensé à négocier, juste j'avais mon esprit sur autre chose. Et là, elle me dit « Ok, je vois ton point, très bien, etc. Et si je te mets dans le lancement mondial ?» Puis là, je dis « Quoi ?» Et je dis « Bon, écoute, alors j'y pense. » Elle me dit « Tu dois avoir tout prêt dans 2 heures. » Et là, je prends des bêtes photos, je commence à écrire un petit bazar. Et effectivement, 2 heures après, on était dans le lancement mondial. Et le lendemain, j'avais 10 clients online. Donc effectivement, c'était un peu bizarre. Mais comme il y avait tellement de demandes, j'ai ouvert une session à midi pour l'Europe et une session le soir pour les États-Unis. Et ça m'a permis, après le 2e jour, de toucher plus ou moins 10 personnes le midi, 10 le soir. J'avais mis 4 € comme prix d'entrée. Et comme je faisais les groupes tous les jours, j'ai pu faire toutes les modélisations. Couper ici, rallonger là, checker ceci, avoir les feedbacks. Je posais énormément de questions. Et donc, ouais, première semaine, presque 100 personnes. Puis 2e semaine, de nouveau les groupes à midi et le soir plein, toucher de plus en plus de gens qui disent c'est génial, on adore, nanana. Et on fait ça pendant des mois et des mois où je suis booké tous les jours. Je le fais 7 jours sur 7, 30 jours sur 30 on va dire, tous les mois. Et je sens toute mon énergie qui commence à changer. Beaucoup plus de lumière qui rentre dans ma vie. Un autre genre de magnétisme.
là où j'avais un regard quand même triste à cette époque sur les choses, je rencontre un regard beaucoup plus joyeux. Du coup, je fais d'autres rencontres, beaucoup plus de bonnes nouvelles. Enfin, ouais, ça commence à transformer ma vie. Ouais. Oui, donc tu as parlé de ces bienfaits de libération émotionnelle avec ce diaphragme-là. C'est quoi un peu les autres bienfaits du rire, pour les dire peut-être de manière plus théorique, entre guillemets? On peut un peu les déceler aussi dans ce que tu racontes, le fait que ça amène un regard différent aussi sur ce qu'on vit. Certainement que ça réveille notre côté optimiste aussi davantage de pouvoir rire. C'est quoi vraiment les effets que toi tu peux ressentir déjà dans ton quotidien et que tu amènes aux personnes à travers Fall in Love? Ben alors là, c'est vrai. Pardon. Là, c'est vraiment immense parce que déjà des bienfaits physiologiques, il y en a des tonnes. Donc le rire va beaucoup plus oxygéner ton corps, donc oxygéner ton sang. Le fait de rire masse aussi les organes internes. Ça va booster ta créativité, booster ton énergie, booster ton moral. Ça va te vider l'esprit parce que c'est très difficile de rire, voire impossible, de rire et de penser à quelque chose d'autre au même moment. Donc ça fait office de méditation quelque part, donc ça clarifie un petit peu ton esprit. Il y avait une phrase de Victor Borge qui disait « Le rire, c'est la plus courte distance entre deux personnes ». Donc ça permet vraiment aussi de connecter avec les gens. On va, j'imagine, en parler, mais on fait beaucoup de team event avec Fall in Love. Donc, et là, on le voit, quoi, ça booste la cohésion d'équipe. On s'est aperçu aussi que ça diminuait l'absentéisme. Ça va booster ton système immunitaire. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles. Booster ton système immunitaire, donc tu te sens mieux dans ton corps. Mais je pense qu'il y a tout cet aspect de confiance en soi qui augmente. Et généralement, quand on rit avec quelqu'un, c'est qu'on a confiance en l'autre. Bon, après, il y a plusieurs nuances à apporter à ça. On peut déverrouiller une situation par le rire qui manque de confiance, ou de conscience aussi. Mais c'est très fort lié à la confiance. Et par exemple, dans le couple, c'est évidemment un outil merveilleux. Savoir rire de soi, de ce qu'on a dit, de ses erreurs, de ses points de vue pour pouvoir les débloquer. Je trouve ça c'est vraiment génial. C'est qu'on a fatalement cette tendance à vouloir avoir raison, des fois même pas soi, des fois c'est l'ego qui nous protège aussi. Et qui nous protège de l'inconnu, de ce qui pourrait avoir, de ce qui pourrait se passer. mais là, de rire de ses idées, de ses points de vue, là où on pourrait être un petit peu carré, ça nous permet d'aller voir plus loin et de découvrir pas mal d'autres points de vue. Oui, tu parlais de cette notion aussi de confiance, et je m'en souviens quand on s'était vu la première fois aussi, qu'on en avait parlé, le fait que rire, c'est aussi se faire entendre, montrer qu'on est là, quelque part. Si on rit pas, qu'on dit rien, qu'on est en société, par exemple, on se fait moins remarquer que si on rit. Et ça m'avait bien marqué ça aussi, de dire, en fait, c'est aussi une manière de oser prendre sa place, de s'exprimer autrement que par les mots. Et ça m'avait vraiment marqué, je m'en souviens. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Comme je l'ai dit au début, on a tous un rire. Et alors bon, il y a énormément de choses à dire. Je crois qu'une des premières choses importantes à conscientiser, et c'est ce qu'on fera beaucoup durant l'atelier qu'on fera ici à Émergence, j'espère que tu seras là d'ailleurs. Il faut que je check, mais j'étais pas sûre d'être là. Mais... Ok, elle sera là. On fera la petite pub après. C'est passer du rire passif au rire actif. Donc, et même moi, ça m'a pris un temps de réaliser quelque chose d'aussi simple que ça. C'est que la plupart du temps, on a une relation passive au rire. Donc, on attend
des autres qui nous fassent rire, on attend d'une situation qu'elle nous fasse rire, on attend qu'un verre d'alcool nous désinhibe et qu'on rit avec les copains, ou on se dit on va voir un spectacle, un film, etc. Donc on est très passif. Alors que, comme je l'ai dit, le diaphragme, c'est un muscle, le muscle du rire, et donc si c'est un muscle, on peut l'entraîner. Et du côté de la conscience, on peut aussi conscientiser le fait qu'on peut devenir actif dans le rire, et donc se mettre à rire plus consciemment, et donc réaliser, ok, là, dans ce cas-ci, je pourrais rire de moi, ou dans ce cas-ci, je pourrais rire de cette situation pour la débloquer, ou essayer de rire pour débloquer la relation qui s'est figée pour X ou Y raison. Et donc, apporter ce rire, donc pas forcément de l'humour, du rire, parce qu'on l'a déjà vu, les gens qui rient sont magnétiques, et de nouveau, pas spécialement les gens qui font des blagues. Beaucoup de gens qui ont de l'humour ont un certain magnétisme, mais c'est un certain magnétisme, et leur humour va peut-être pas plaire à tout le monde. Tandis que quelqu'un qui est toujours souriant, qui est toujours en train de rire, on a envie de lui faire une blague, on a envie de rire avec. Et c'est aussi réaliser qu'on n'a rien besoin en soi pour rire. C'est un outil qu'on a, on peut le solliciter à chaque moment, et il nous fait du bien. Et pour rebondir aussi sur ce que tu dis, j'en profite pour dire, ma compagne, ma partenaire, que tu as rencontrée la dernière fois, Elisabeth, m'a rejoint dans cette aventure début janvier. Et c'est vraiment très chouette, parce que quelque part, on s'était rencontrés à une soirée de storytelling, dans un lieu comme ici, mais à Lisbonne. Et juste après, j'ai organisé une session de rire avec ce centre de bien-être. Et on a fait un concours, et elle a gagné elle a gagné une place pour cet atelier. Et à partir de là, on a commencé à se parler, et puis plus tard, on est sortis ensemble. Donc c'est marrant qu'il y ait eu ça dès le début entre nous. Et donc, elle m'a rejoint dans cette aventure, apportant toutes ses qualités, sa science, toutes ses connaissances en neurosciences, en biohacking, son goût des autres, etc. Et on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut pousser l'aventure Fall in Love plus loin? Parce que moi, il y a des trucs que je sais, que j'aime bien faire, etc. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et elle a dit, sensibiliser le rire à la cause des femmes. Et donc, le 24, elle organise une conférence qui s'appelle Women Claiming Space, Being Proud and Loud. Et celle-là, elle sera en anglais, et c'est gratuit. Je te passerai les liens si tu veux après. Ouais, avec plaisir. Comme ça, je mettrai dans la description du podcast. Et ça, c'est génial, parce que du coup, elle retrace un petit peu toute l'histoire des femmes par rapport au rire et la place dans la société, et comment utiliser maintenant le rire pour donner plus de voix à ces causes. Ok, trop bien. Mais oui, j'ai vu passer justement sur le site aussi que c'était là. Et je trouve que oui, c'est important, et voilà. Pour ça aussi, je suis contente qu'on fasse cet épisode ensemble pour en parler plus aussi, parce que comme tu dis, en fait, c'est un outil qu'on a tous en nous, sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'était dans mes questions, mais tu as répondu, de savoir à quel moment on prend conscience en fait de ce rire, et où du coup on peut s'en servir. Pour celles et ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, c'est souvent un truc que je dis et que je trouve hyper intéressant, c'est à chaque fois qu'on met de la conscience sur quelque chose, tiens, ok, ça nous fait un outil en plus, quelque chose avec lequel on peut évoluer, grandir. Et maintenant que toi, tu as toute cette conscience-là autour du rire, comment concrètement est-ce que tu t'en sers dans ton quotidien? Parce que forcément, c'est aussi ton travail, donc je suppose que tu ris au travail. Ouais. Mais au-delà de ça, certainement que ça se cultive aussi, comme on parlait du yoga, je pense à un prof de yoga qui donne ses cours de yoga, mais qui a aussi besoin de pratiquer. Comment toi, est-ce que tu gères un peu ça dans ton quotidien? C'est une très bonne question, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, quand on se met à avoir de la conscience sur quelque chose, on regarde tout différemment, mais ça ne suffit pas, je pense. Donc, tu as aussi dit que c'était un outil. Et là, on a essayé de diviser Fall in Love en 3 niveaux. On propose que ce soit au particulier ou au corporate, ou lors de cet atelier avec Émergence qui va durer toute une journée, où là, on explorera les 3. Donc, c'est
utiliser le rire comme un outil, utiliser le rire comme un allié et utiliser le rire comme un acte de conscience. Là où je peux déjà donner un élément de réponse, parce que, comme je viens de le dire, ça ne suffit pas d'apporter de la conscience, de regarder ça différemment. C'est un peu un travail de chaque seconde. Donc, chez Fall in Love, le motto, le slogan, c'est la joy is a matter. La joie est une question de pratique. Joy is a matter of practice. Et ça, c'était le premier slogan. Et à partir de là, on a développé une espèce d'équation qui est devenue notre formule magique. Donc, la joie est une question de pratique. Le bonheur est une décision et le rire est une micro-décision. Alors j'explique. Donc en fait, de nouveau, ça m'a pris du temps à réaliser quelque chose d'aussi simple que ça, parce que je le faisais, comme je t'ai dit, tous les jours, et à un moment, ça a grandi, je le faisais même à un moment 3-4 fois par jour, tous les jours. Donc je pratiquais tous les jours. Et j'ai mis du temps à réaliser qu'effectivement, c'est un choix. Donc, pour donner cet exemple assez simple, je crois qu'il va de soi pour tout le monde que si tu veux devenir meilleur à ton boulot ou si tu veux t'améliorer au piano ou au sport que tu pratiques, etc., il n'y a pas d'autre choix que de pratiquer. Ça va de soi, personne ne va douter de ça. Pour une langue, voilà, il faut étudier, il faut pratiquer. Par contre, quand on parle de la joie, on tend à penser différemment. Et c'est là que je trouve ça intéressant. Pourquoi ? On tend à penser différemment, on tend à se trouver énormément d'excuses, on tend à se dire « Ah oui, voilà, moi j'étais enfant unique, ou j'étais le premier enfant, le deuxième enfant, ou le dernier enfant, ou des fois tu entends même « Mes parents m'ont trop aimé, c'était suffocant ». Ou ceci ou cela, énormément évidemment dans l'enfance, ou ma famille n'était pas une famille comique, ou pendant le repas on n'avait pas le droit de rire, ou que ce soit de l'ordre actuel, ça va être c'est la période des taxes, ou je dois sortir mon chien, je dois changer l'enfant, ça se passe mal au boulot, mon partenaire est malade, ceci, cela. Donc il y a énormément d'excuses, et pourtant c'est une question de pratique, il faut choisir de pratiquer tous les jours. Et donc, on essaye avec Fall in Love d'aider les gens à découvrir ce qui les fait marrer, ce qui leur amène de la joie, à me porter de la conscience dessus et voir comment est-ce qu'ils pourraient développer ça plus régulièrement dans leur vie. Parce que s'ils le font, ils pourront ensuite le faire pour d'autres gens et donc créer des dominos positifs. Donc ça, c'est un premier élément. Une autre manière de regarder la joie, je ne pense pas que ce soit de nouveau la formule académique, mais la joie, c'est un état d'esprit. Donc, comment est-ce qu'on change un état d'esprit ? Et c'est là qu'on est arrivé avec la deuxième partie de la formule, c'est en prenant une décision. Le bonheur est une décision. Et ça, on y croit dur comme fer. Mais voilà, ça ne suffit pas. Donc, on a tous déjà pris cette décision d'être heureux à un moment dans la vie, ou dire « je ne veux plus jamais parler à cette personne » ou « je ne veux plus regarder les choses de manière négative, etc. À partir de maintenant, je fais du sport, Et on a tous vu que ça ne suffisait pas. Alors, est-ce que la solution derrière, c'est une discipline, c'est ceci, c'est cela En tout cas, pour nous, c'est la pratique. Mais comment alimenter cette pratique ? C'est là qu'on arrive avec la troisième partie de la définition, de la formule, c'est le rire est une micro-décision. Parce qu'à chaque moment, il faut pouvoir alimenter la décision du bonheur, parce que chaque jour, et souvent d'ailleurs quand on prend les décisions, c'est là qu'on a des obstacles, c'est là qu'on a des challenges, ils arrivent directement. Donc, c'est facile, c'est rire des obstacles, sourire plutôt que s'énerver, voir le côté positif plutôt que le côté négatif. Et bon, c'est pas tous les jours facile, il y a des trucs qui vont appuyer sur nos boutons, mais de nouveau, si on pratique le sourire, qu'on pratique le rire, etc., la première fois, c'est pas forcément facile, mais si on le fait régulièrement, ça devient de plus en plus facile. Et des obstacles qui avaient l'air énormes au début deviennent tout petits. Et jusqu'à ne plus devenir des obstacles. Et là, je pense qu'on passe à un niveau supérieur et de challenge.
Et je pense aussi qu'on peut, avec ça, pas juste changer sa propre vie, mais aussi celle des autres, vu qu'on va irradier différemment. Oui, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose du coup qu'on peut forcer, provoquer, et que notre cerveau ne fait pas la différence en fait. Et donc c'est ça aussi que tu dis, quand on va pas bien, on peut quand même faire en sorte d'aller mieux avec ce sourire ou ce rire forcé. Absolument. Mais tu vois, déjà rien qu'en posant la question, il y a la notion de choix. Et donc c'est ça qui est fantastique, c'est que le corps, c'est un outil ou un vaisseau. Donc il faut devenir le capitaine de son vaisseau. Et donc ce qui est fantastique, c'est de s'apercevoir que oui, il y a une certaine biochimie qu'on peut trick d'une certaine manière. Donc par exemple, tu as peut-être déjà entendu ce hack. Si tu es au bureau, tu es un peu moody, tu es un peu triste, et tu mets un bic comme ceci là, entre les dents. Non? Et tu le laisses 10-15 minutes. Et en fait, comme ta bouche a cette position-là, tu as ici les zygomatiques, les muscles des joues, et qui sont les muscles aussi du sourire, qui vont envoyer l'information à ton cerveau que tu es en train de sourire, pardon. Donc, le cerveau se dit « Ah, mais en fait, on est content ici ». Donc, il va commencer à envoyer d'autres hormones de type sérotonine, dopamine et tout ça dans ton corps, des hormones du bonheur, et progressivement, tu vas te sentir mieux. Donc ça, c'est fou, parce que, comme on l'a dit, tous les jours est un nouveau challenge, on va dire. Et donc, même nous qui pratiquons ça, on a de temps en temps, avec ma partenaire, des jours plus challenging, et on le fait à la maison. On se dit, OK, là, on va rire. Et franchement, 2 minutes après, on se sent mieux. Et on peut regarder ce qui apparaissait immense l'instant d'avant comme quelque chose de plus petit. Et ça nous a regonflé. On a repris un petit peu le contrôle, parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il y a un problème, souvent, ce qui se passe, on donne l'énergie à ce problème. Et donc, on l'a plus soi, on donne le pouvoir à cette situation. Et donc, en riant, on récupère ce pouvoir, cette énergie. Ouais, c'est très fort, et c'est vrai que c'est un bon exercice, ce truc du bic là. Je le garde en tête pour le faire quand aussi il y a des coups de mou, ou même, pourquoi pas, tu me dis ce que tu en penses, mais quand justement on a ces peurs qui viennent, ces challenges et tout ça, si on se met un bic dans la bouche, peut-être que ça peut nous aider à aller de l'avant aussi, forcément, vu que ça nous permet de nous détacher. Mais absolument. Après, c'est aussi trouver ses propres tricks. Donc, par exemple, un exercice qu'on fait souvent, c'est de serrer ses 3 doigts à chaque fois que tu as une pensée joyeuse. Et en fait, tu fais un petit stock de joie. Et tu essayes de faire ça pendant 1 mois. Et de le faire un peu tous les jours, chaque fois que tu as une pensée plaisante. Et au bout d'1 mois, normalement, quand tu serres ces 3 doigts, tu te sens bien. Alors là, tu as peut-être reconnu, c'est le chien de Pavlov. Tu vois, le corps absorbe une habitude. Mais là, ce qui est génial dans ce cas-ci, c'est de choisir cette habitude et comment l'utiliser pour d'autres effets, quoi. Et donc, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Pour toi, ça peut peut-être être le chant, ça peut peut-être être le sport, mais en tout cas, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui nous font du bien, qu'on peut faire plus et qu'on a tendance à oublier. Et en les faisant plus, en les dispatchant bien sur sa semaine, on va pouvoir ramener plus de bonheur dans sa vie. Ouais, ça fait lien aussi avec ce que tu disais tout à l'heure du rire passif et du rire actif. C'est aussi pareil, ne pas être passif de notre vie, mais justement d'être l'acteur, comme tu dis, le capitaine de notre vaisseau, que ce soit le corps qui nous entraîne toute la vie, qui fait aussi nos cycles de vie et tout ça. Donc c'est super intéressant. Et franchement, je suis super contente de notre échange et que ça va pouvoir être diffusé, parce que, comme tu le dis, on voit souvent le rire comme un spectacle, comme quelque chose d'extérieur, pas un lien forcément avec notre développement personnel, on va dire ça, alors qu'en fait c'est un outil hyper puissant, mais tu l'as bien dit aussi, c'est bien maintenant d'en avoir conscience. Après, mettre en pratique les petits exercices que tu proposes, et puis pourquoi pas du coup pour celles et ceux qui sont en Belgique, nous rejoindre à l'atelier à Bruxelles, qui aura lieu du coup, je ne dis pas de bêtises, j'ai noté, le 27 avril de 10h à 16h au Jardin d'Émergence, sur le rire en pleine conscience. Peut-être que tu veux nous en dire un petit mot sur cet atelier.
Ben oui, maintenant que tu proposes, oui, évidemment. Mais ça va vraiment être opérer des transformations. Donc, l'une d'elles, tu l'as bien reprise, c'est passer du rire passif au rire actif, de rire à s'écrire. euh, plusieurs transformations comme ça qui vont être de l'ordre d'apporter plus de conscience sur le rire et voir comment le rire peut nous aider à transformer notre vie en quelque chose de plus joyeux, où on a peut-être un peu plus de pouvoir, de contrôle, et comment s'amuser mieux, parce que le but c'est ça au final, hein, c'est de s'amuser, de rire. On le sait, dans un couple, ce qui fait que ça dure, c'est quand même les bons moments, quoi, les moments où on rit, etc. Et, euh, et là, c'est développer des petits tricks pour être plus heureux. Ouais. Trop bien, trop bien. Et oui, c'est vrai que j'avais aussi noté ça. Donc, tu travailles, tu l'as dit avant, avec Elisabeth, qui est aussi ta compagne, mais du coup aussi ta collègue d'une certaine manière. Comment est-ce que le rire vous aide dans votre relation? Peut-être pour aller développer un petit peu le sujet, tu as déjà donné des pistes, mais déjà, je suppose que c'est aussi une conscience, chacun de votre côté, de faire en sorte qu'une relation marche, comme pour tout. Mais avec en plus cet outil du rire, comment est-ce que ça vous aide concrètement? Mais je t'ai dit tout à l'heure, souvent quand on a des challenges et qu'on se sent un peu moody, parce que comme tout le monde, il y a des jours où on est un peu plus down pour X ou Y raison, ben on essaye d'en rire. Ça, c'est vraiment un cas pratique, simple. D'ailleurs, tant que j'y pense, à propos de l'atelier, on va surtout rire. Hein. Là, pour te donner un chiffre approximatif, normalement, sur cette journée de 10 à 4, on va rire l'équivalent de ce qu'on rit généralement en un mois. Parce que bon, voilà, on rit énormément enfant, entre 200 et 300 fois, et maintenant, en tant qu'adulte, plus qu'entre 20 et 30 fois. Par mois? Non, par jour. Là, ouais. Et c'est intéressant de se poser cette question, parce qu'elle peut répondre à énormément de choses. Pourquoi est-ce que je ris moins? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rire dans ce cas-ci, etc. Est-ce que c'est la peur de ce que les autres vont dire, etc., etc. Et donc ça, je pense que ça permet d'aller plus loin. Et ça, je crois que c'est un super outil dans la relation de couple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui... On le dit souvent avec Elisabeth, the only way is up. Donc le seul chemin, c'est monter. Bon, descendre, on n'a pas envie de régresser, on n'a pas envie de stagner. Donc le seul chemin, c'est s'améliorer. Alors comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Je pense qu'il faut challenger ses points de vue. Mais on a mis du temps à former nos points de vue et on a envie de les valider. Quelque part, il y a même une résistance dans le cerveau qui dit « Ah non, 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 c'est ça la vérité. » quoi. Et je pense que vraiment, en rire, c'est une manière de reset et aussi peut-être une manière d'écouter, de refresh, quoi, de se dire « Ok, je souris, j'accueille cette information dans le dialogue d'une manière plus positive et voir où est-ce qu'elle peut trouver une place en moi, comment est-ce qu'elle challenge mes bases, mes fondations et comment est-ce que je peux intégrer ça, parce qu'en plus là, si ça vient de l'autre, a priori ça fait partie de sa vérité. Donc comment est-ce qu'on peut mieux comprendre l'autre grâce à ça. Et je pense que si tu prends ne serait-ce que les états du sourire, du rire, tu vois l'ouverture, puis tu prends la colère, c'est tout de suite un état beaucoup plus fermé. Donc je pense que ça dit énormément sur l'état d'esprit dans lequel pourrait évoluer un dialogue. Alors, comme je l'ai dit, Elisabeth, elle développe le rire et les femmes. Moi, je voudrais me consacrer aussi à un moment à développer plus le rire et les hommes pour qu'on puisse bien développer le rire et le couple. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel on peut aller très loin et proposer des thérapies dans ce sens-là, parce que les choses s'additionnent quand
quand on est en couple. Et des fois, on ne sait pas comment les communiquer, parce qu'on a peur, parce que la précédente relation, ça s'est mal passé, parce qu'on a un trauma de ce côté-là, on a peur du rejet, etc., etc. Donc au final, ces choses s'additionnent, deviennent de plus en plus, se durcissent en nous, jusqu'à devenir en plus de nouvelles croyances, alors qu'à la base, ce n'était pas le cas. Donc c'est vraiment important, de nouveau, de pouvoir en rire très rapidement. Et je te donne cette petite analogie, tu as déjà vu les canards s'ébouriffer sur le lac, ben, c'est souvent après qui soit se bagarrent, soit copulent. Et tu vois, ils shake aussi toute l'énergie. Et ça, je trouve ça très important parce qu'en fait, tout ce qu'on dit constamment, ce qu'on fait, trouve une marque, une empreinte sur nous. Mais à quel point est-ce qu'on est d'accord avec cette empreinte? Tu vois, et je pense que, comme je l'ai dit, la tristesse, la colère vont faire que ces choses vont rendre notre corps un peu plus poreux. Et donc, cette information va plus s'enfoncer. Je parle d'une information qui peut être douloureuse, tandis que dans le cas du rire et du sourire, ça va avec plus de résilience, plus de confiance. Ouais, ça permet un peu de polir aussi nos blessures et de faire le choix. Mais j'aime bien ce que tu apportes, c'est hyper précieux aussi de se dire, mais en fait, ok, j'ai reçu ça, entre guillemets, voilà une information extérieure, mais parfois on ne s'en rend pas compte, comme tu l'as dit, que c'est en train de devenir une des vérités à laquelle on va s'accrocher, alors qu'en fait on n'est peut-être pas du tout d'accord avec ça. Donc c'est aussi un très bon moyen, oui, de venir questionner nos croyances. Et comme tu l'as dit, je pense que le couple, c'est très fort pour ça, puisqu'on est aussi confronté, on va dire régulièrement, en tout cas, à nos croyances, à remettre en question, à se faire évoluer, puisqu'on a quelqu'un dans notre quotidien aussi pour nous faire remarquer, tiens, ça... Absolument, tu ne peux pas rester inchangé. Ouais. Devenir soi versus rester soi, quoi. Mais en tout cas, il y a vachement la notion dans Fall in Love de redevenir enfant. Et donc, c'est cette idée, comme tu l'as dit, de rembobiner quelque part. Il y a plein de choses qui se sont installées en nous, qui font qu'on croit qu'on doit être sérieux. Comme je t'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de rire dans telle ou telle situation publique? Pourquoi est-ce qu'on se sentirait bizarre, vulnérable, etc. Donc retrouver cet œil amateur, cet esprit d'enfant, où eux, ils riaient de tout, et c'est aussi une manière d'apprendre beaucoup plus rapide. Le rire aide à assimiler, donc rembobiner quelque part pour pouvoir se délester de ce qu'on ne veut pas. Et chaque fois, parce que là on est vachement dans la théorie évidemment, vu qu'on est sur un podcast, mais j'insiste, à chaque fois on va faire de la pratique. Et de la pratique qui se traduit généralement en termes de rire, et on va chercher différents rires dans le corps, qu'ils soient dans le diaphragme, dans le thorax, dans le ventre, dans la tête, dans les joues, dans le sourire, dans le cou, dans les yeux, etc., etc. Et un petit peu à la manière de Vipassana, EFT et d'autres pratiques vont scanner le corps. On va aussi scanner le corps et essayer de retrouver des situations et rire dessus. Et ça, c'est vraiment l'idée de rire en conscience. Et donc, ouais, là, c'est très théorique, mais il va y avoir une pratique qui va faire qu'on va se marrer comme des dingues à cet atelier-là ou à un autre atelier. Génial, trop hâte d'y être. Et tu parlais de rembobiner, ça fait lien avec ma dernière question pour ce podcast. Donc voilà, tu en as parlé du rire, de ses bienfaits, ton parcours, tout ça. Et justement, si on retourne au toi il y a 20 ans, du coup, quand tu avais 20 ans, où tu étais encore aux études, je suppose, à ce moment-là. Oui, je l'ai dit, j'étais mauvais élève, donc... Voilà, donc tu as répondu comment tu étais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à ce Thomas-là il y a 20 ans? C'est une bonne question. Donc le conseil que je donnerais au mois de 20 ans, et donc c'était il y a justement 20 ans, j'avais la moitié de mon âge, je crois que c'est pas se prendre trop au sérieux et donc rire de soi.
Je crois que ça peut faire une immense différence. Comme je l'ai dit, pour que des situations difficiles ne trouvent pas forcément une voie en soi, mais aussi dans notre capacité à oser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous rigidifie dans nos actes, dans nos choix, etc., c'est souvent la peur du ridicule. En fait, alors qu'il y a très peu de choses qui sont ridicules, quoi. Et au final, à un certain moment, le ridicule devient même marrant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris avec Fall in Love. Quand je faisais rire, quelque part, c'était presque clownesque de rire autant, etc., de gesticuler autant. Et donc, j'ai vraiment dû mettre mon ego de côté. Et c'est à un moment comme ça qu'une autoroute du succès s'est développée devant moi. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à un moment, on a commencé à faire les corporates. Et là, j'ai ri avec des tonnes de compagnies. Des tonnes. Et jamais j'aurais pensé rire avec autant de compagnies et avoir autant d'opportunités. Donc ouais, je pense vraiment être capable de rire de soi. Et alors il y a dans cette idée d'oser, je crois que si on est capable de rire de soi, on augmente aussi sa surface d'atterrissage, sa surface de chance. Parce que évidemment, comme tout le monde, à cette époque, il y a plein de choses auxquelles j'ai pensé, que j'aurais bien aimé faire, des fois que j'ai fait quasi jusqu'au bout, tu vois. Et puis c'était le dernier truc, le face-à-face, de me dire, ok, allez, je publie ça, je le mets disponible, nanana. Et puis peur ou quelque chose, tu vois, tu le fais pas. Mais comment est-ce que le reste du monde le devine, tu vois? Alors que tu le fais, c'est pas définitif. C'est là que tu rencontres tes collaborateurs aussi quelque part. Quelqu'un qui va venir te dire c'est bien, mais ça peut être mieux. On peut le corriger. Ou ceci j'aime bien, ça j'aime moins. Nanana. Et c'est tout ce qui va faire que tu vas pouvoir évoluer et pas juste évoluer seul, recevoir la science des autres. Et ça, voilà, moi je suis venu pour parler du rire. Donc, si tu es capable de rire et de dire allez, j'ose, et on l'a tous vu, hein, des gens qui sur TikTok, Instagram, peu importe, postent un truc complètement absurde et se retrouvent projetés la semaine d'après sous le feu des projecteurs, quoi. Mais derrière, il y avait osé. Donc, je pense, rire de soi, pas se prendre trop au sérieux, c'est ce qui fait que les choses peuvent se déployer. Et oser y aller. Et oser y aller, hein. Ouais, c'est très précieux. Merci beaucoup pour tout ça, pour tout ce que tu nous as transmis aussi dans cet épisode. Tu peux nous dire peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton travail, comme ça je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Ok, oui. Alors, absolument, on peut retrouver l'intégralité de nos ateliers sur www.fallinlove, FALLINLAUGH.com, donc www.fallinlove.com. Et là, donc, il y a tous les ateliers. Il y a aussi, on propose un 10 Days of Laughter, donc 10 jours de rire. On propose aussi d'aider les gens à arrêter les cigarettes avec le rire, donc littéralement remplacer, je m'arrête jamais, la cigarette par le rire. On peut nous retrouver évidemment sur Instagram. Là, c'est @fallinlove_Lisboa, donc Lisbonne, mais en portugais, Lisboa, vu qu'on vit là-bas. C'est Fall in Love sur Facebook. Moi, c'est Tom Cock sur Instagram, THOMCOCK. Ma partenaire, c'est Elie Fedja sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai l'impression que c'est tout, mais je ne connais pas tout ce que vous avez. Donc, mais ça fait déjà pas mal de liens sur lesquels te retrouver.
Ok, parfait, trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans la description. Hâte aussi d'avoir le retour de celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit sur Instagram, vous pouvez partager l'épisode, nous taguer aussi, comme ça on voit aussi ce que vous avez apprécié. Puis friand de vos retours dans les commentaires YouTube, allez nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous à la chaîne et puis merci encore Thomas pour tous tes précieux partages. Avec plaisir, merci à toi Valentin. Un grand plaisir aussi et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Salut.